Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur la Côte d'Ivoire avec un dossier consacré aux stylistes ivoiriens. En programme également de cette émission, au Mali, première rencontre entre les rebelles Touareg et les groupes d'autodéfense pro-Bamako. Et au Congo, réaction après l'annonce du référendum sur la Constitution. Le ministre de la Communication s'est exprimé ce vendredi. Et pour nous accompagner pendant cette émission, notre invité, Élu Kuam. Vous êtes styliste, bienvenue. Merci de me recevoir. Et avec nous également nos éditorialistes, Malik Achar, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Gracien Okindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. C'est une première au Mali. Une délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad a rencontré une délégation des groupes d'autodéfense loyalistes. La CMA a également promis au président malien Ibrahim Boubacar Keïta de tout mettre en œuvre pour éviter de nouveaux affrontements. Ibrahim Ndiaye. La coordination des mouvements de l'Azawad a rencontré une délégation des groupes d'autodéfense loyalistes à Bamako. Les groupes armés se sont engagés à respecter l'accord de paix d'Alger à l'issue de cette rencontre de 48 heures qui s'est terminée ce jeudi 24 septembre. Ils se sont par ailleurs engagés à tout mettre en œuvre pour éviter de nouveaux affrontements, répondant ainsi à l'appel du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. En réalité, cette rencontre de la CMA, des coordinations des mouvements armés, c'était pour participer à la veille de la fête de l'indépendance, à cette restructuration, à ce léger réaménagement du gouvernement qui était prévu pour le 24, qui a été d'ailleurs fait. Mais le président de la République a quand même rassuré par rapport à l'accord et à la mise en œuvre de l'accord, a laissé que les partenaires travaillent sur le terrain et que chacun s'engage à ce que l'accord qui a été signé le 15 mai et le 20 juin soit une réalité sur le terrain pour que l'application politique suive. Pour les analystes, ce nouvel engagement des rebelles à respecter le cessez-le-feu est certes une bonne nouvelle, mais qui devra être suivi d'actes concrets afin de garantir une paix définitive. Ça reste une promesse des groupes armés qui sont impliqués là-dedans, mais une promesse seule ne suffit pas. Il faut aussi l'application de la feuille de la route avec, sous la haute bienveillance des partis signataires de la communauté internationale qui a apposé. Il faut que les structures de mise en œuvre, d'accompagnement et d'interface se mettent en place dans les villes occupées et que les groupes armés soient cantonnés et désarmés. Qu'il y ait, la loi, elle soit la même de Kidal à Kaï, qu'il y ait possibilité à aucun groupe de détenir une arme, si ce n'est l'armée malienne, sur le terrain. Rappelons que la coordination des mouvements de l'Azawad avait limité sa participation aux travaux du comité de suivi de l'accord d'Alger signé par le mouvement malien et la CMA le 20 juin 2015 à Bamako. Malik, la coordination des mouvements de l'Azawad promet de ne plus faire parler les armes. Dans le même temps, elle continue d'occuper certaines localités dans le nord du pays. Est-ce qu'on peut croire cet engagement ? On l'espère tous, mais difficile de le croire, effectivement. Le problème qui se pose au Mali, c'est la multiplication des milices, c'est leur pouvoir, justement, sur le territoire et leur autorité. Ils imposent leur autorité par les armes. C'est grâce à cela qu'ils arrivent à occuper des villes. Le problème, c'est que le Mali, durant la guerre, a, je dirais, sous-traité la guerre, a laissé les milices pro-gouvernementales s'installer, faire la guerre contre justement d'autres milices qui étaient contre le gouvernement de Bamako. Et là est le problème. Vous savez, pour qu'un pays soit stable, il faut qu'il ait une armée forte. Et c'est là l'enjeu. L'enjeu, c'est d'avoir une armée malienne forte. Aujourd'hui, c'est quoi l'armée malienne? C'est 7 000, 8 000 éléments. C'est très peu. Vous avez des dizaines de milices au Mali qui regroupent des milliers d'hommes et qui sont une menace. Ces milices sont une menace, même si elles ont parachevé et signé l'accord d'Alger. Il faut que ces milices soient désarmées. J'espère qu'on y arrivera parce que c'est, je pense, la condition sine qua non pour que le Mali retrouve la paix et la stabilité. Alors, Gracien, est-ce que ça veut dire que finalement l'accord d'Alger n'a pas changé grand-chose sur le terrain? L'accord d'Alger a changé. Il y a eu des changements. Au moins politiquement, on sait bien que l'accord a été signé et on sait bien que ces mouvements peuvent violer les accords, mais en même temps, il y a ces accords qui existent. On peut les rappeler de mettre en application ces accords. Mais comme il vient de le dire Malik, toutefois, il faut le dire que ces milices il y a des milices qui ont été armées par le pouvoir pour faire cette guerre. Donc, à un certain moment, il faut montrer aussi aux autres
les nôtres, on va les désarmer. On agit, vous aussi, il faut désarmer. En même temps, on a des forces de l'ONU qui se trouvent au Mali. Il faut que ces forces participent pour sécuriser les zones où se trouvent les milices, afin de les désarmer. On peut dire que ces zones, ils ne veulent pas qu'il y ait les troupes qui viennent de Bamako. On peut le comprendre. Ce sont des zones qui ont connu les guerres. Aujourd'hui, on peut désarmer et mettre des forces qui sont mixtes et éventuellement aller vers vraiment la pacification totale du Mali. Alors Malik, qu'est-ce qui bloque encore ce désarmement? Puisqu'on parle que de ça, de cantonnement, de désarmement, pourquoi est-ce que ça bloque? Ça bloque parce qu'il y a encore, je pense, des réticences de part et d'autre. Il y a un manque de confiance entre justement les groupes armés et le pouvoir de Bamako. Vous savez, on parlait justement des accords d'Alger. Est-ce que ça va changer grand-chose? On est quand même, je crois, au 5e accord. En 90, déjà, le Nord Mali, c'était un problème. Bien sûr, il y a des paramètres qui rentrent en jeu, de nouveaux paramètres. La guerre contre le terrorisme, l'infiltration de la mouvance terroriste au Mali. Donc, effectivement, là, on ne peut pas... Ce qui bloque, c'est le climat sécuritaire aussi. Ça, c'est un facteur bloquant. Parce que quand vous avez une menace qui n'est pas loin et qui peut déstabiliser le pays à tout moment, c'est un problème. Je fais référence ici à la menace terroristes. Donc vous avez des groupes armés qui sont justement au front et qui sont des milices, mais qui ne sont pas forcément pro-Bamako, mais qui ne veulent pas désarmer du jour au lendemain parce qu'il y a la menace terroriste. Ils sont aussi contre cette menace. Il y a des milices qui sont contre le gouvernement de Bamako sur une vision politique, mais qui sont contre aussi les groupes terroristes sur la sécurité et bien sûr sur l'avenir politique du Mali. Merci. Dans l'actualité également, mardi, le président congolais Denis Sassou Nguesso a annoncé la tenue prochaine d'un référendum sur la Constitution. Depuis, les réactions se sont multipliées, l'opposition dénonçant même un coup d'État constitutionnel. Ce vendredi, Thierry Mongala, ministre de la Communication du Congo, s'est exprimé sur les raisons de ce référendum. On l'écoute. En appelant au verdict du peuple, le président de la République vient d'actionner le plus puissant des mécanismes en démocratie, à savoir le choix de son avenir par le souverain primaire lui-même. Il ne pouvait manifestement pas en être autrement, tant les débats sur l'évolution ou non de nos institutions, toujours intenses, le plus souvent de qualité, parfois passionnés ou même outranciers, traversaient la société congolaise dans ses profondeurs. Il était donc logique que le chef de l'État, en sa qualité de garant de l'unité nationale, mais aussi de premier régulateur du vivre ensemble dans notre pays, finisse par donner à ces débats une issue conforme aux normes démocratiques en vigueur partout dans le monde. Gracien, que vous inspire cette explication donnée par le ministre de la Communication du Congo? Une explication très politique. Surtout, on sait bien que Denis Sassou Nguesso veut se présenter, malgré que la Constitution le lui interdit, par rapport, disons, même à son âge. Ça s'est fait, ces constitutions qu'on veut modifier dans plusieurs pays, et les présidents qui veulent se présenter, qui veulent rester à vie. Il y a certains présidents qui disent, si je quitte le pouvoir, finalement, c'est le chaos, comme si vraiment dans un pays, il y a une seule personne qui peut diriger le pays. Et Sassou Nguesso, bon, en parlant de référendum, le référendum, finalement, ça signifie quoi? C'est qu'il va demander au peuple, mais le peuple, qui va faire ce référendum, qui va le contrôler, c'est lui-même, Sassou Nguesso. Et est-ce que ça sera très, disons, l'opposition pourra s'exprimer? Ce n'est pas dit. Est-ce que vraiment il y aura un bon décompte? Ce n'est pas dit. Mais en fin de compte, c'est qu'il ira jusqu'aux élections. On le voit, le forcing se fait, ça s'est fait au Burundi, ça se fait dans d'autres pays au niveau de la sous-région. Malik, que pensez-vous du choix de passer par la voie référendaire? C'est obligatoire, je dirais, pour le président Sassou Nguesso parce qu'il veut avoir la légitimité du peuple. Et il entend passer par ce procédé pour justement légitimer sa candidature et poursuivre un autre mandat. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Gracien. Le problème maintenant, ce n'est pas la limitation, je pense, des mandats, c'est la transparence des élections. Que le président se présente, je ne pense pas que ça pose un problème. Le problème, c'est les commissions électorales, c'est
comme vient de le dire Gratien, l'accessibilité pour l'opposition d'avoir accès aux médias lourds, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mener campagne sans avoir, je dirais, des perturbations de la part du pouvoir, des arrestations arbitraires. Donc voilà, là est l'enjeu, c'est permettre aussi à cette opposition de s'exprimer librement. Et je pense qu'en Afrique, ça concerne le Congo, mais ça concerne d'autres pays africains, il faut vraiment travailler sur la transparence des élections, la nomination des personnes qui vont siéger dans les commissions électorales chargées de voir si la transparence de l'élection est effective. Donc voilà, c'est sur ces plans-là qu'il faut travailler davantage en Afrique. Gratien, dans un climat aujourd'hui en Afrique où plusieurs pays africains se penchent justement sur ce changement de constitution, est-ce que ce n'est pas prendre un risque de déstabilisation du pays ? C'est prendre un risque, mais ce qu'il fait, c'est que d'autres présidents sont en train de le faire. En même temps, on peut dire que vraiment l'esprit de la bolle est terminé. L'Afrique, aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, sauf quelques-uns, les démocrates comme le Macky Sall, comme au Bénin, comme d'autres, dans d'autres pays, le Ghana, on peut parler des Cap-Vert, Botswana, d'autres, Namibie. Mais aujourd'hui, il y a ils ont un cercle de présidents qui sont au pouvoir depuis plusieurs années et qui ne vont pas quitter le pouvoir. C'est comme si vraiment, comme disait il y a un président de la sous-région qui disait que finalement, il disait « je suis jeune, qu'est-ce que je vais faire après ?» On a l'impression que la retraite n'existait pas. La retraite pour les fonctionnaires existe. Il faut qu'il y ait aussi la retraite pour les présidents. 2 mandats, on peut partir, on est bien, plutôt que vraiment partir dans de mauvaises conditions comme ça se fait ailleurs. Il y a des présidents qui sont partis en très bonnes conditions aujourd'hui, qui ont une cote, notamment on peut parler de Jerry Rawlings. Il y a d'autres pays, d'autres présidents qui sont vraiment, qui interviennent partout dans le monde, en Afrique, et qui sont bien partis, qui ont laissé leur pays dans la paix. Malik, est-ce qu'on peut encore éviter la crise politique aujourd'hui au Congo ? Est-ce qu'elle est inévitable? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a toujours un moyen de dialogue. Il ne faut pas être aussi pessimiste. Mais la responsabilité, c'est aussi celle du pouvoir et avoir aussi une opposition qui soit mature. Je pense que l'opposition au Congo et dans les pays africains en général est mature. Ce procès-là de dire on a une opposition immature, quelquefois c'est vrai qu'on voit des oppositions prendre des décisions un peu, je dirais, étranges. Mais les oppositions africaines sont des oppositions matures et il faut réunir les conditions du dialogue. C'est la responsabilité, je pense, du pouvoir. Mais quand on voit que l'opposition parle de coup d'État constitutionnel, on peut encore penser au dialogue aujourd'hui ? Difficile. Difficile. C'est pour ça que je vous dis que c'est le pouvoir, c'est toujours le pouvoir qui doit avoir cet esprit d'ouverture. Parce que quand le pouvoir se renferme, il est, je dirais, certain qu'on aura un avenir, je dirais, parfois sanglant. Malheureusement, ça a été le cas en Afrique. Quand vous avez ce pouvoir qui se replie sur lui-même, vous avez un avenir qui est toujours sombre. Et justement, les chefs d'État doivent comprendre que s'ils se replient, s'ils n'ont pas cet esprit d'ouverture, s'ils ne pensent pas que l'alternative derrière eux est possible, eh ben, ça arrive. En général, c'est le chaos qui arrive après. Gratien, une dernière réaction sur cette possibilité de dialogue? Possibilité de dialogue, c'est très compliqué. Surtout que celui qui dialogue, qui veut négocier, qui veut dialoguer avec les autres, il possède l'armée, il possède la justice. C'est-à-dire que même pendant ce dialogue qui se passe à l'intérieur du pays, il peut dire tout ce qu'il veut, il peut convoquer ce qu'il veut. Mais en fait, en réalité, il maîtrise tous les pouvoirs militaires, même si ce pouvoir n'existait pas en soi, judiciaire, législatif, exécutif. Donc, finalement, les autres, ils ne peuvent qu'accompagner, à moins que vraiment il y ait autre chose en changement. Parce que, en fait, cette démocratie se trouve même, je dirais, en premier dans la tête de nos chefs d'État. Doivent être dans la tête, plutôt. Merci. Nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.